Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de la disparition de Marilyn Bergeron. Elle est disparue le 17 février 2008 à Québec à l'âge de 24 ans. La dernière fois qu'on a aperçu Marilyn, c'était au Café Dépôt de Québec. Puis depuis ce jour, aucune nouvelle de Marilyn. Je vais commencer par vous parler un petit peu de Marilyn. En fait, elle était native de Chicoutimi. Elle a ensuite déménagé à Québec avec sa famille. Puis en 2005, elle a quitté Québec pour déménager seule à Montréal pour aller travailler et voler de ses propres ailes. Puis elle a poursuivi des études en finance. Elle a aussi eu 2 emplois pendant ce temps, donc c'était une fille assez occupée. Marilyn, c'était une fille rassembleuse. Elle aimait la musique. Dans le fond, elle avait étudié en musique à Québec. Euh, des études assez poussées. Puis là, dans le fond, elle avait décidé de commencer des études en finance également. Là. C'était une jeune femme dévouée, passionnée, proche de sa famille, proche de ses amis, qui avait une joie de vivre. Elle était pétillante. Puis dans le fond, c'est ça. Là, je vous mets un peu dans les circonstances de sa disparition. Dans le fond, en 2008, Marilyn a téléphoné à sa famille pour dire qu'elle se sentait pas en sécurité à Montréal, qu'il s'était passé quelque chose, mais qu'elle pouvait pas en parler tant qu'elle n'était pas en sécurité. Donc, elle voulait quitter Montréal illico pour se rendre chez ses parents à Québec. Elle a quitté Montréal, elle a laissé son appartement sans faire à peine de valise, elle a laissé, elle a pris juste le nécessaire, là, puis elle a quitté chez ses parents. Puis dans le fond, la semaine qui a suivi cet appel-là, Marilyn a passé la semaine à faire des allers-retours entre Montréal et Québec pour finaliser son déménagement. Puis dans le fond, le 17 février 2008, Marilyn a eu une conversation avec sa mère. Euh, tu sais, c'est parce que sa famille la trouvait un petit peu distante aussi. Puis avec ce qu'elle avait dit dans le téléphone qu'elle avait fait à sa mère, pour le déménagement, ben, sa mère voulait savoir un petit peu ce qui se passait. Donc, sa mère a questionné Marilyn. Elles étaient seules toutes les deux. Puis, dans le fond, sa mère a demandé à Marilyn, est-ce que tu as des problèmes d'argent? Puis elle a dit, non maman, c'est pas des problèmes d'argent. Elle a demandé si elle avait des problèmes de drogue. Elle a dit, c'est pas la drogue. Puis là, elle a demandé, ben, est-ce que tu t'es fait agresser, Marilyn? Puis Marilyn n'a pas répondu. Elle a fermé les yeux. Puis les larmes ont commencé à couler. Puis elle était comme inconsolable. Elle a jamais dit oui, mais tu sais, ça semblait être un oui pour sa mère. Puis évidemment que pour nous aussi. Là. Donc, après ça, Marilyn a dit à sa mère qu'elle allait prendre une marche. Puis sa mère a insisté pour l'accompagner. Puis Marilyn a dit à sa mère, ah, je préfère pas, je préfère y aller seule. Donc, elle est partie seule avec son sac à dos comme d'habitude parce que Marilyn ne prenait pas de sac à main, elle prenait souvent un sac à dos pour mettre tous ses effets personnels dedans. Euh, Puis dans le fond, ça c'était le matin qu'elle est partie. Puis dans le fond, elle n'est jamais rentrée chez elle après cette marche. On a des images d'une vidéo, une caméra vidéo dans le fond là, de surveillance d'une caisse populaire qui aurait filmé Marilyn essayant de faire un retrait à 11h06 si je ne me trompe pas du matin. Le retrait n'aurait pas fonctionné. Puis elle a l'air assez créative sur la vidéo et je vais vous la montrer. Donc, on peut voir que Marilyn est craintive, elle regarde souvent derrière elle. C'est à se demander est-ce que quelqu'un l'attendait. On ne sait pas. Puis, dans le fond, euh, après ça, la seule trace qu'on a de Marilyn, c'est qu'elle aurait acheté un café avec sa carte de crédit au Café Dépôt.
mais ça se trouve à 21 km de son domicile, puis c'est pas accessible à pied. Donc, probablement que quelqu'un l'attendait ou quelqu'un lui a fait le lift, le transport, parce que selon tout le monde, là, pour vrai, c'est pas faisable à pied ce trajet-là. Là. Puis, tu sais, 21 km, on s'entend, surtout sur une autoroute, c'est pas évident. Il faut traverser des ponts aussi. Attendre de retirer de l'argent, elle n'est pas capable de retirer de l'argent, et elle s'en va au Café Dépôt, payer avec sa carte un café. C'est pour ça que la personne se rappelle d'elle. Pour se rendre au Café Dépôt, là, c'est impossible de se rendre là à pied. C'est de l'autre côté du pont. Il faut traverser le pont Pierre-Laporte. Alors comment elle a pu se rendre là? Elle ne peut pas se rendre là à pied, là. Donc, c'est ça. Donc, elle a acheté un café au Café Dépôt avec sa carte de crédit. Ça, je crois que c'était en fin de journée, en soirée. Puis après ça, vraiment, c'est le blanc total. Aucune trace de Marilyn, aucune nouvelle. C'est assez épouvantable parce que dans le fond, encore une fois, les policiers ont fait ce qu'ils pouvaient selon ce qu'ils disent, selon la mesure du possible et tout ça. Mais ça a quand même pris un an avant que la vidéo de la caméra de surveillance de la Caisse populaire soit montrée à grand public et même à la famille, même si la famille, ça faisait un an qu'ils demandaient à voir cette vidéo-là. Puis la police n'a pas vraiment d'explication pour ça. Puis aussi, la famille a dû chercher de son côté beaucoup parce que les policiers ont présumé que Marilyn, c'était un départ volontaire de sa part puis qu'elle se serait suicidée par la suite. Ça, c'est la police de Québec qui ont présumé ça. Puis la famille est totalement... Elle ne pense pas dans ce sens-là. Puis je pense qu'on peut faire confiance à la famille parce qu'ils connaissent bien Marilyn. On s'entend que oui, les policiers ont des protocoles, ils ont des formations, mais ça vaut pas 3 personnes qui jurent qu'elle aurait jamais fait ça parce qu'elles connaissent. Puis là, ça c'est sa famille immédiate, mais sa famille élargie, ses amis, tout le monde est d'accord là-dessus. Marilyn ne se serait pas... Qu'il est arrivé quelque chose de grave à Marilyn. Je l'ai vue peu de temps avant sa disparition aux funérailles de mon grand-père. Et même à cette époque-là, je trouvais qu'elle était très soucieuse, très renfermée. Il y avait quelque chose qui semblait peser sur ses épaules. Puis finalement, au moment, juste quelques jours avant sa disparition, on a eu une conversation téléphonique où elle m'a dit « Est-ce qu'il y a une lumière au bout du tunnel, Nathalie? » Et ces mots-là sont toujours restés avec moi parce que j'ai dit « Oui, bien sûr ». Et j'ai l'impression qu'elle savait qu'il y avait quelque chose qui allait pas ou qui s'apprêtait à se dérouler, puis elle avait besoin que je lui dise que ça peut aller. Pas enlever la vie. Puis anyway, pourquoi retourner? Tu sais, pourquoi appeler sa mère pour dire qu'elle se sent pas en sécurité à Montréal, déménager chez ses parents pour vouloir s'en aller et se suicider? Pour moi, ça n'a fait aucun sens. Puis la famille va dans le même sens aussi que moi là-dessus. Dans le fond, la famille a été laissée à elle-même beaucoup à cause de cette présomption-là, présomption de suicide. Et moi, je crois aussi qu'après autant d'années, s'il y a des personnes qui n'ont jamais parlé, qui n'ont jamais rien dit, peut-être que là, ils peuvent se décider à dire quelque chose ou à dire ce qu'ils savent. Et c'est important parce que pour nous, c'est pas vivable. C'est pas une vie normale qu'on a depuis 8 ans. Et en plus, jamais on aurait cru devoir en faire autant pour trouver notre fille disparue. On pensait pas aussi que le système policier était fait d'une façon que, avec ses limites, ses forces et ses limites, pour trouver une personne disparue, surtout une personne adulte, une jeune adulte disparue. Alors, c'est il a fallu qu'elle fasse elle-même les démarches, là, parcourir Québec, Montréal, même jusqu'aux États-Unis pour donner la photo de Marilyn aux gens, expliquer un peu comment elle était disparue, faire des battues parce qu'ils n'ont pas eu d'aide. Puis, dans le fond, il y a son ami aussi qui a témoigné que Marilyn, à une soirée, il l'avait vue, puis il s'était passé quelque chose. Marilyn a comme avoué à son ami
que c'était pire qu'un meurtre, ce qu'elle avait vu ou vécu, ou pire qu'un viol. Puis son ami l'a témoigné. Je vais vous montrer l'extrait de son témoignage. Je connais Marilyn depuis très longtemps. On s'est connus à Jonquière dans le temps qu'elle étudiait en ATM. Puis plusieurs années, on se voyait, on était de très bons amis. Puis à partir du moment où elle a fini l'école, qu'elle est partie d'ATM, elle est venue rester à Montréal, on s'est perdu un peu de vue, quelques mois. Et moi, j'ai déménagé pas longtemps après à Montréal, donc on a repris contact via Facebook. Puis tout de suite, ça se passe en décembre, cette reprise de contact-là. Puis le 10 décembre, on s'est contacté via Facebook pour se voir. Et ce soir-là, je suis allé la rencontrer chez elle. Déjà en partant, j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose qui clochait parce que Marilyn, c'était quelqu'un de très, très... très heureuse, toujours souriante et tout. Je suis arrivé chez elle, j'ai cogné, elle était dans le noir, elle jouait de la musique, elle avait l'air extrêmement triste, mais bon, je ne l'ai pas questionné plus ce qu'il fallait sur le moment. On s'est rendu à une fête d'amis à Montréal, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve, où on avait bien du fun. On a passé une belle soirée jusqu'au moment où que Marilyn a discuté avec un ami. Je pense qu'il lui a simplement demandé de ses nouvelles, peu importe. Puis ça lui a ramené des souvenirs. En tout cas, elle s'est mise à angoisser, puis je l'ai ramassée en miettes dans le corridor. Donc, elle m'a demandé de quitter. Je l'ai ramenée chez nous parce qu'elle filait plus du tout. Puis c'est là que, rendue chez nous, elle a éclaté en sanglots. Puis là, j'ai essayé de comprendre pourquoi. Puis tout, elle était inconsolable. Elle pleurait. C'était pas la Marilyn que je connaissais du tout. Elle était vraiment, vraiment triste, puis elle avait l'air d'avoir peur de quelque chose. Donc, je lui amenais des exemples parce que j'essayais de comprendre pourquoi, puis elle voulait pas me le dire. Je l'ai questionné sur... j'ai essayé de la mettre à l'aise, j'ai dit qu'elle pouvait tout me dire, puis tout. Puis chaque exemple que je pouvais lui amener, c'était non, c'est pire. Je lui ai posé la question, Marilyn, est-ce que tu as assisté à un meurtre? Parce que tu sais, veux pas, la roue tournait, j'avais plein d'exemples dans ma tête. Non, c'est pire. Est-ce que tu as été victime de viol? Non, c'est pire. Puis à chaque question, c'était tout le temps ça. Puis elle a fini par me dire, Joe, tu peux même pas t'imaginer ce que j'ai vécu. Suite à ça, on peut conclure que Marilyn fuyait quelqu'un, d'après moi. Sa sœur aussi, dans ses témoignages, pense la même chose. C'est comme si elle avait vu quelque chose qu'elle n'était pas censée voir ou qu'elle avait fréquenté peut-être. Est-ce que vous pensez, parce que quand elle va à la caisse populaire puis se rendre au Café Dépôt, on peut pas se rendre là à pied, c'est impossible, c'est trop loin. Est-ce que vous pensez qu'elle était sous l'emprise de quelqu'un? J'ai toujours pensé qu'il y avait de la pression sur Marilyn. Oui. C'est une des raisons pourquoi je suis allée au FBI rencontrer les gens du trafic humain. Parce que j'ai toujours pensé, il lui est arrivé quelque chose. Est-ce que ce sont des mauvaises fréquentations à Montréal? Ça a déboulé, elle s'est retrouvée dans une mauvaise situation? Ou c'est un cas où du jour au lendemain, elle a été forcée de faire des choses? Moi, c'est une des hypothèses que j'ai toujours retenues depuis le début. C'est pas la seule. Il y a peut-être autre chose qui lui est arrivé. Mais pour moi, que Marilyn donne pas de nouvelles, que Marilyn donne aucun signe de vie depuis 7 ans, c'est impensable. Les mauvaises personnes encore là. On ne sait pas. C'est un mystère. Il y a des gens aussi qui disent d'avoir vu Halsbury, mais là, ça c'est quand même intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont affirmé l'avoir vu. Puis ce serait quelque chose qui pourrait être possible aussi, mais sa mère, sa soeur, son père sont convaincus que si elle est encore en vie quelque part, c'est contre son gré qu'elle ne donne pas de nouvelles parce que Marilyn était proche de sa famille, puis jamais elle n'aurait quitté comme ça. Surtout, comme je vous dis, là, après l'appel à l'aide qu'elle a fait à sa famille pour déménager
dans la maison familiale suite à quelque chose qui se serait mal passé à Montréal, de ce que je peux comprendre, là, qu'elle aurait tenté de fuir, ben tu sais, tu vas pas appeler ta famille pour fuir quelque chose, pour disparaître, tu sais, par la suite, ça fait aucun sens. Là. Donc ça reste un mystère tout ça, puis tu sais, il faut aider les gens dans la vie. Moi, c'est pour ça que je fais les vidéos, dans le fond, là, j'arrête pas de le répéter. Mais c'est vraiment pour donner de la visibilité à la famille, parce qu'on n'en parle pas assez, parce que oui, ça fait longtemps, mais oui, c'est actuel dans un sens, parce qu'il y a des nouvelles informations qui rentrent à chaque année concernant Marilyn Bergeron. Il y en a qui sont encore en cours de vérification. C'est des pistes tangibles qui pourraient s'avérer vraies. Donc, il faut continuer d'en parler, continuer d'ouvrir l'œil. Donc, tu sais, pour la famille, là, parce qu'ils espèrent encore, puis comme ils disent, ben, ils peuvent pas faire un deuil tant qu'ils trouvent pas de réponse, tant qu'ils trouvent pas encore rien, tu sais, je veux dire, puis c'est totalement compréhensible aussi. Donc, ouvrez l'œil, puis sur ce, ben, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous.